Bonjour à tous et toutes. Florence Fonbonne-Rouvier, directrice du CIE de l'Hérault. Donc ravie de vous accueillir sur ce nouveau Parole 2 qui est lié au lancement, l'inauguration de cette nouvelle exposition que l'on a souhaité mettre en œuvre en lien avec la MSH. Donc Stéphanie reviendra plus largement sur ce qu'est la MSH. CIE de l'Hérault, le Conseil d'architecture, l'urbanisme et l'environnement, on est un organisme d'appui au territoire. Et dans le cadre des missions qui sont les nôtres, issues de la loi sur l'architecture, on a le volet sensibilisation, grand public, des grands mots, qui nous amène aujourd'hui à vous proposer de découvrir ce qui fait sens à l'échelle du littoral. Alors de façon assez large, le littoral languedocien, mais on est venu rajuster notre lorgnette dans le cadre du petit exercice qu'on vous propose au travers de Printemps Littoral à l'échelle des 87 km de côte du littoral héraultais. Un travail qui vous sera présenté à l'appui d'une exposition, Mission Racine. Donc Patrick reviendra sur la volonté à l'échelle de notre union régionale de compiler toute une série d'informations, photographies, et d'en faire une exposition grand public qui revient sur l'historique de la Mission Racine dans le cadre des 60 ans de cette dernière. Alors je ne dis pas que c'est toujours simple. C'est souvent un peu laborieux, 4 CIE qui travaillent autour de 6 stations, voire 7, mais on y arrive. Donc actuellement, vous avez les 3 stations présentées, les 3 prochaines sont en cours de mise en forme. Le Graou, qui est également présent, a eu tout un travail d'arpentage et de découverte aussi de ce littoral. Languedocien, mais est allé bien au-delà, donc je pense qu'ils nous en feront un peu l'éloge par rapport à ce qu'ils ont pu découvrir. Et puis ce qui nous semblait intéressant, notamment par rapport à l'ancrage, l'accroche, cette histoire du littoral, c'est de donner aussi un temps de parole à nos amis chercheurs. Et donc Valérie Lavaux-Le-Tilleul, qui est chercheuse, géographe, va nous permettre de revenir sur cette géographie, l'histoire de ce littoral avec justement toute cette mouvance qui aujourd'hui est tentée de nous effrayer, mais qui est venue marquer depuis quelques milliers d'années notre trait de côte et notre façon d'habiter et d'interagir avec le littoral. Donc au niveau du CIE, ce type d'exposition nous intéresse d'autant plus qu'il a pour volonté et vocation d'ouvrir toujours un peu plus notre structure sur nos différents publics, de permettre de mieux comprendre ce qui fait sens à l'échelle de notre territoire. Et je vous invite, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui de parcourir l'ensemble de l'exposition, à revenir. Vous aurez les locaux qui sont en accès libre tout au long de la semaine. Et découvrir également, on a quelques flyers qui sont à disposition, l'ensemble du programme qui est proposé d'ici au 9 février prochain. Donc une belle programmation qui lie tout à la fois le grand public, les scolaires, les universitaires, mais vous-même, puisque la fresque qui se trouve tout au fond a pour intérêt de vous inviter à laisser également votre empreinte au format d'un tampon que vous pouvez réaliser. Donc on s'approprie même les murs maintenant au CIE, mais ça ne pose pas de problème. On reviendra dessus ultérieurement. Cette première exposition fera suite aussi à tout un travail qui est actuellement mené. Donc Stéphanie reviendra dessus en lien avec l'Université Paul Valéry. Rose-Marie Vol est ici présente. Et donc un travail mené par les étudiants de la fac de lettres, mais également journalisme, autour de la mise en récit du littoral. Donc on aura un deuxième temps d'exposition qui sera proposé au printemps, et vous verrez arriver assez rapidement également la programmation. Donc en fait, on fait de cette question littorale le fil conducteur sur ce premier semestre 2024, on a un peu rogné 2023, puisque
il nous semblait, au regard du travail qui est le nôtre, des accompagnements, Patrick, en lien avec le département, a accompagné l'appel à idées, Habiter le littoral demain, de permettre de s'ancrer et de mieux percevoir ce qui fait sens à l'échelle de ce territoire fragile, mais porteur de sens, de mémoire aussi, de souvenirs pour le plus grand nombre d'entre nous. Et je donne la parole à Stéphanie, qui représente aujourd'hui la MSH, dont elle va nous faire le détail. Merci Florence. Bonsoir à toutes et tous. Elle a le droit à son applaudissement, vous avez le droit. Donc, je suis Stéphanie Post. Je travaille aujourd'hui à la Maison des Sciences de l'Homme Sud, Maison des Sciences de l'Homme qui est basée à Montpellier, qui a vocation à travailler sur l'ensemble du territoire languedocien et qui a pour mission d'être sur l'interdisciplinarité de recherche, mais également l'ouverture de la recherche, l'ouverture de la donnée. Et un troisième pilier dans lequel moi je suis particulièrement impliquée, qui est le lien entre sciences et société. Rapprocher les univers académiques, les univers non académiques, en considérant que la production de connaissances est née de ces rencontres, née de cette manière de construire entre ces deux manières de rendre compte de ce qui se passe dans la société. Et donc dans ce cadre-là, en arrivant en 2022 à la MSH, donc ça fait pas tout à fait 2 ans que j'y travaille, j'avais à cœur de pouvoir initier une démarche qui est la démarche pour laquelle je suis revenue vivre sur les bords méditerranéens, puisque je suis originaire de Marseille, j'y ai grandi et je m'en suis éloignée pendant de très nombreuses années, et j'avais à cœur de revenir pour contribuer d'une certaine manière à laisser mon empreinte sur ce que c'était ce littoral méditerranéen, celui qui m'a à la fois construite, et en même temps celui qui m'a donné envie de partir. Parce qu'il est un appel au large, mais il est également un appel parfois à la destruction, parce qu'on y voit beaucoup trop de choses desquelles on voudrait parfois s'éloigner. Et donc, comme un appel au large, la Méditerranée m'a donné envie de partir découvrir d'autres mers, découvrir d'autres univers. Et j'en suis revenue encore plus avec cette farouche volonté de la défendre. Et en arrivant à la Maison des Sciences de l'Homme, j'ai eu l'opportunité de proposer cette démarche un peu originale qui associe le monde académique à travers des chercheurs. Ce soir, on a la chance d'avoir plusieurs chercheuses, en l'occurrence, avec lesquelles j'ai plaisir à travailler et avec lesquelles je sens qu'on avance vraiment sur un chemin commun. Et également en associant des associations, des structures qui essayent de parler différemment du territoire, qui essayent de transmettre de manière pédagogue et engagée un autre rapport au monde, un autre rapport au littoral. Par exemple, les petits débrouillards qui ne sont pas présents ce soir, mais qui ont à cœur de vraiment s'engager dans cette démarche-là, en menant des ateliers, en menant des réflexions, qui pourraient tout à fait trouver un ancrage parallèle. Et puis, il y a un troisième public, qui est le public, finalement, du grand public, des citoyens, qui est une manière d'amener à s'approprier ce territoire qu'on a, avec lequel on vit, mais parfois auquel on ne pense pas. C'est-à-dire qu'on pense avant tout un peu trop à soi parfois. On se nombrilise et on oublie qu'on est juste un petit grain de sable dans ce grand littoral. Et c'était dans cette volonté d'associer différents regards que j'ai initié cette démarche dans laquelle finalement pas mal d'acteurs ont commencé à rentrer. Et ce soir, on est rassemblés sur un deuxième opus. Le premier opus nous a permis de faire une grande rencontre avec le monde de l'éducation nationale le 15 novembre dernier sur les questions de gouvernance de la mer. Et là, on avait aussi bien des prud'hommes qui nous parlent de pêche que des chercheurs ou des personnes qui sont là pour essayer de transmettre, je dis bien essayer parce que c'est pas toujours évident, transmettre dans les collèges, dans les lycées, ce qu'on met derrière ces notions qui revêtent des réalités géographes, des réalités de topographie, des réalités sociologiques, et qui ne sont pas toujours si évidentes à embrasser quand on est collégien ou lycéen. Et donc aujourd'hui, c'est le deuxième opus. C'est un opus un peu particulier parce qu'il représente à la fois un ancrage, comme on peut l'avoir avec l'exposition Mission Racine, et à la fois une légèreté, une sensibilité, une forme de poésie, et qui est présentée par l'exposition des microclimats. Et ces microclimats, ils sont aussi l'histoire d'une longue discussion, d'un long travail qu'on a mené avec le Graou, parce qu'ils ont énormément mobilisé de temps sur tout ça,
Mais c'est aussi l'histoire d'une rencontre, parce que finalement, on remet il y a 1 an et demi en perspective en arrière. J'aurais pas pensé qu'on en serait arrivé là. Donc merci et bravo, parce que c'est pas évident d'en être arrivé là après autant de tergiversations, de discussions qui font écho à plein de réalités sur c'est quoi l'arpentage, c'est quoi un ancrage, qui sont des éléments sur lesquels de toute façon vous reviendrez. Et cette réalité d'ambivalence entre l'ancrage et la légèreté, c'est finalement tout ça, la Méditerranée. Et c'est aussi ça qui me tient à cœur dans tout le développement de ce qu'on continuera à faire sur les mois qui arrivent, puisque l'objectif de cette démarche apprenante sur Litho & Co, chantier littoral, bref, on n'est pas toujours très bon en communication, on essaie de mobiliser des acteurs, mais on a encore du mal à parfaitement définir notre orientation. En tout état de cause, ce qu'on veut, c'est transmettre une autre manière de penser ce territoire, de se l'approprier. Et donc il y aura plusieurs jalons. Il y a un jalon aujourd'hui qu'on a sur les questions d'habitat, d'habiter. Il y aura un jalon suivant qui sera sur la représentation, donc en lien avec l'exposition qu'a évoquée Florence précédemment, qui se tiendra également ici. Donc, pareil, on prévoit un cycle sur 1 mois et demi, 2 mois, qui permettra d'aborder nos représentations individuelles et collectives, parce que c'est évidemment là toujours cette logique de tension entre ces 2 éléments. Et puis après ça, on aimerait aborder des questions autour de la biodiversité et en quoi finalement la problématique de la transformation de notre littoral impacte aussi sur la biodiversité de notre territoire, impacte finalement sur notre relation entre nature, vivant, et en quoi notre position d'humain dans tout ça, elle-même se recompose face au paysage. Et puis après ça, si on y arrive, si on a encore les moyens, parce que finalement on fait tout ça avec quelques bouts de ficelle, on n'a pas de budget dédié, on est plutôt dans l'expérimentation, eh bien on aimerait aller sur un axe plutôt autour des questions de santé, puisque toute cette transformation du littoral, toute cette transformation de biodiversité amènera, et amène déjà, des problématiques autour de la santé publique, sur lesquelles il y a déjà beaucoup d'actions qui sont menées, mais malheureusement assez souvent en logique en silo, qui ne nous permettent pas de travailler sur cette interdisciplinarité. Donc si cette démarche-là vous semble répondre à un besoin, à une manière de concevoir ce qu'on devrait aborder comme un littoral, si ça vous paraît être une manière de réfléchir à nos empreintes individuelles et collectives, eh bien je vous invite à suivre tout ce qu'on essaye de développer, et on est preneur de toutes les bonnes idées et volontés pour essayer de mettre en place une vraie collectivité, une vraie communauté autour de tout ça, parce que par exemple, on n'a pas encore de site internet dédié, on n'a pas encore de moyens dédiés. Donc une fois encore, c'est aussi un appel à initier quelque chose de plus grand, parce qu'il y a beaucoup de défis qui sont autour de cette double réalité, à la fois être léger, mais en même temps, on est encore là pour quelques années, pour quelques siècles, et il va bien falloir s'ancrer un petit peu. Merci beaucoup, je laisse la parole aux autres invités. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toute l'équipe du CAE de l'Hérault. Merci à la MSH pour ce beau projet. J'ai intitulé, donc je suis géographe, je suis membre du laboratoire ARDEV, acteurs, ressources et territoires dans le développement. Et je travaille à l'université Paul Valéry Montpellier 3 en étant spécialiste, oui, effectivement, des questions littorales. Et j'ai intitulé cette présentation Empreinte, traces, marques, j'ai rajouté marques et vestiges, que nous apprend une géohistoire de l'habité littoral sur nos sociétés. Donc, j'ai été lundi en venant voir les 2 expositions qui étaient présentes dans la salle. J'ai été très très frappée par la pertinence du dialogue, de la mise en dialogue de ces 2 expositions, portant d'un côté sur la mission Racine, avec l'idée de quelque chose peut-être de plus lourd, hein, avec des formes qui sont très présentes dans l'espace, et l'exposition que propose le Graou sur cet habité tempérément, aussi le verbe tempérément, le littoral. Et cette mise en dialogue entre une série de binômes qui opposent ce qui est lourd, léger, ce qui peut être fixé, figé, et en même temps ce qui peut être mobile, réversible, j'ai trouvé que c'était extrêmement évocateur. Et je suis donc partie sur cette question de l'empreinte. Et l'affiche elle-même de l'exposition nous donne à penser sur cette question sur cette notion d'empreinte qui donne le titre à la double exposition, parce que
L'empreinte, mais c'est ce qu'on voit sur l'affiche, c'est tout d'abord cette marque du pied ou de la main qu'on trouve dans l'espace, et c'est en quelque sorte un indice qui permet soit, ça peut être à des chasseurs, ça peut être à la police scientifique, une empreinte, ça peut être aussi à des scientifiques. Par exemple, les paléontologues, ils ont une science de la trace qui s'appelle l'icnologie, ou les naturalistes. Ça permet de reconstituer le passage d'un être humain, d'un animal. Et ce qui m'a intéressée, c'est le fait qu'il y a en fait deux types d'empreintes. Et c'est sur ces deux notions que j'ai construit cette réflexion. La notion de trace, la trace, c'est tout ce qui relève d'une logique soustractive. C'est quand on a une empreinte qui se fiche dans l'espace et qui, en creux, marque le déplacement d'un corps en mouvement qui l'a précédé. Et puis, en parallèle, on a les marques. Les marques, c'est l'inverse, c'est une logique additive. C'est ce qui se surimpose sur un espace avec de la matière qui est généralement plus ponctuelle et qui est plus solide, marquée. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter quand on travaille sur le littoral ? En fait, tout le travail, c'est un travail d'interprétation autour de ces empreintes, et c'est en fait une mise en récit qui est nécessaire. Alors, c'est ce que font les chasseurs, les détectives, les naturalistes, et donc, voilà, ils travaillent sur les traces, ils travaillent sur ces marques, et l'idée, c'est de reconstituer le parcours de l'animal, de l'être humain, et tout dépend du substrat sur lequel ces traces, ces marques peuvent avoir lieu, puisque le substrat permet plus ou moins de garder la trace de l'empreinte. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on est géographe ou qu'on travaille dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement ? On regarde aussi en quelque sorte des traces, et on regarde aussi des marques, et c'est un peu comme ça donc, que j'ai essayé d'imaginer le travail que nous menons. L'idée, c'est de reconstituer les modes d'habiter que nous avons sur ce littoral, et on le travaille sur un substrat qui est très particulier, ce substrat littoral, et en particulier le littoral languedocien, puisque c'est un littoral fait de dentelles entre la mer, des étangs, qui sont des lagunes en fait, d'un point de vue géomorphologique, et avec ce litto, ce cordon dunaire qui fait la jonction entre les deux, et des systèmes de circulation d'eau à travers les gros, qui sont ces espaces entre mer et lagune. Et ce travail-là, il est particulier, et nous, ce qu'on cherche à comprendre, j'ai mis trois mots, notamment du point de vue de la géographie sociale, qui est un pan de la géographie, c'est de comprendre, premièrement, les appropriations, c'est-à-dire comment les groupes sociaux, les individus, les groupes sociaux s'approprient par leurs pratiques et des représentations aussi symboliques ces espaces. Le deuxième mot, c'est la notion d'habitabilité, parce qu'en fait, nous construisons nous-mêmes les conditions de notre habité sur ces espaces. Ça peut être par des transformations légères de l'urbanisme, qu'on peut dire ordinaire, ou alors beaucoup plus savant, expert, technique. Et puis le troisième point, c'est la conflictualité, parce qu'en fait, notre façon d'habiter ce littoral n'est pas, on va dire, consensuelle. Nous n'avons pas les mêmes objectifs, les mêmes intérêts, les mêmes pratiques, et on peut trouver des tensions, des formes de tensions plus ou moins fortes autour de notre habité. Alors, ce travail-là, mené sur ce littoral, m'a amené à partir de l'exposition sur la mission Racine. Et la mission Racine, ça relève, entre les traces et la marque, ça relève véritablement de la marque sur ce littoral. Donc, j'ai parlé, pour commencer, du marquage de la mission Racine. Ce sont ces 20 années, entre 1963 et 1983, où on a une opération d'envergure à l'échelle régionale, qui est pilotée au niveau de l'État, par une mission interministérielle qu'on va appeler du nom de son président, la mission Pierre Racine. Et l'idée, ça va être de développer sur le plan touristique un littoral qui ne l'est pas à l'époque. Et vous voyez là une des... Alors, il y a déjà de la communication autour de cette opération, puisque là, c'est un des numéros de Paris Match de 1974 qui montre le déploiement de l'opération à l'échelle régionale. Et c'est intéressant de voir du point de vue du dessin à quel point la dentelle de ce littoral disparaît derrière les constructions, et donc la dimension de marquage est très forte, avec des réalisations qui sont exceptionnelles, 500 000 lits touristiques qui sont construits pour les vacanciers. On a ces unités touristiques et ces 6-7 stations qui sortent de terre, qui émergent de terre et qui vont figer donc ce littoral. Alors, de ce point de vue-là, je vous laisserai évidemment regarder l'exposition qui est extrêmement détaillée sur ce point. C'est un héritage qui est exceptionnel.
et cet héritage est patrimonialisé et reconnu comme tel. Il est extraordinaire du point de vue architectural. Bon, le détail et l'exposition le détaille très très bien. C'est exceptionnel du point de vue urbanistique, c'est-à-dire que chacune des stations est organisée avec un plan original, même des choses très avant-gardistes telles que la végétalisation, par exemple, la pensée de la circulation à pied ou à vélo à l'époque où on est dans le tout automobile, hein, dans les années 60-70. On a vraiment on va dire un travail très visionnaire à l'échelle de ces stations que vous voyez là. Et ça fait partie également des dimensions en termes de planification régionale extraordinaires, parce qu'à l'époque où on a des littoraux qui sont de plus en plus bétonnés sur la Côte d'Azur, en Espagne, l'idée est de faire des coupures vertes en chacune de ces stations, et ce qui fait qu'on a encore un littoral qui est en partie préservé, hein, qui n'a pas été complètement urbanisé. Donc à tous ces titres, on a quelque chose d'exceptionnel. Et en même temps, ce marquage de la mission Racine constitue, j'ai repris le titre de l'ouvrage de Pierre Racine, hein, le président de la mission. En 1980, il a publié un ouvrage qui s'appelle « Mission impossible hein », c'est l'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle d'un héritage impossible en un sens, en parallèle de l'exceptionnel qu'on vient de voir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, c'est un héritage qui a travaillé sur un substrat, le fameux substrat littoral de dentelle dont on parlait, et qui a qui a transformé complètement cet espace de trois façons. En fait, ce que la mission Racine a fait, c'est qu'elle a créé de toutes pièces un littoral complètement artificialisé. Donc, elle a créé des conditions d'habitabilité artificielles à trois titres. Premièrement, c'est un littoral qui devient chimique parce qu'il faut démoustiquer, et donc l'entente interdépartementale de démoustication qui travaille sur ce littoral encore aujourd'hui a pour rôle de maintenir les moustiques, hein, l'animal, pour que l'humain puisse y habiter. Donc c'est un littoral chimique. Deuxièmement, c'est un littoral qui est complètement trituré. Vous le voyez ici. Alors c'est pour ça que des collègues... cette période s'appelle les 30 glorieuses, et des collègues parlent d'une période qui s'appelle les 30 ravageuses. Ça pose question. C'est-à-dire, si vous voyez ce qui se passe du côté de la Grande Motte, mais c'est le cas de toutes les stations, c'est un littoral trituré parce qu'on enlève de la matière, du stock sédimentaire pour creuser des ports de plaisance, puisque toutes ces stations sont organisées autour de ports de plaisance, et le stock de sable qu'on prélève, on le remet sur le sol pour arriver à urbaniser et mettre en place la station. Ça fait un littoral complètement transformé. Et le troisième point, c'est que toute l'urbanisation se fait sur ce cordon dunaire, et les équipements routiers vont également, en quelque sorte, fractionner toutes les circulations hydrauliques. Ce qui fait que ce littoral est complètement, le troisième point, c'est qu'il est complètement fixé et qu'il ne peut plus assurer la circulation hydraulique et la circulation sédimentaire naturelle. Donc ça, on peut dire que ces trois aspects, c'est un peu le péché originel de la mission Racine, et ce que nous devons aujourd'hui aussi prendre en compte. Ce qui va amener très rapidement, dès les années 70, même 80, les acteurs locaux à se demander ce qu'on fait de cette empreinte et de cette marque, parce que très rapidement, le sable part et il va falloir le contenir. D'où tout un travail pour maintenir la marque avec des séries que vous connaissez bien sur le littoral d'épis, ou de brise-lames, soit perpendiculaires, soit parallèles au rivage, qui sont chargés de maintenir le sable, sachant que dès que vous construisez le long du littoral un ouvrage en dur de ce type, eh bien vous créez un effet de vide et vous obligez toutes les communes qui sont en aval de la dérive littorale à construire elles-mêmes pour maintenir des stocks de sable. Et progressivement, tout le littoral va se doubler de ces infrastructures. Du coup, la question, c'est, quand on marque un espace de façon impossible, eh bien en fait on doit le marquer derrière pour maintenir la marque, ou alors on doit choisir de partir, mais dans ce cas-là, ça engage évidemment des enjeux qui sont très forts et qui sont posés aujourd'hui dans un contexte de réchauffement climatique, de dérèglement climatique, avec la question des inondations, de la submersion marine et de la montée des eaux. On a identifié à l'échelle du littoral régional 1400 à 9000 logements qui devraient disparaître, ce qui pose vraiment la question du futur. Est-ce qu'on renforce l'empreinte et la marque ? Est-ce qu'on l'atténue et on la supprime ? Donc ça, c'est l'héritage de la marque de la mission Racine qui correspond à la première exposition. Et du coup, ça questionne sur cette période, parce que finalement, la mission Racine, c'est 20 ans.
20 ans, mais nous sommes 60 ans plus tard, c'est 20 ans de construction, et nous sommes 60 ans plus tard. Et en fait, si on reprend un peu de perspective, ce qu'on observe du point de vue de ce qu'on appelle une géohistoire, c'est-à-dire une géographie sur le temps long de ce littoral, ce qu'on observe, c'est que finalement, on a plutôt été sur un littoral de la trace au départ, c'est-à-dire un littoral du léger, un littoral où justement l'homme avait adapté son habité à un espace mouvant, un espace de sable, un espace fait de sable et d'eau. Et du coup, j'ai essayé de mettre en dialogue les deux expositions en me demandant comment s'articule sur ce littoral la marque des stations et puis la trace, les traces qui correspondent à un habité plus traditionnel et qui a été présent sur le long terme. Alors, historiquement, on a par exemple ce qu'on appelle la cabane, ou les cabanons, qui sont ces habitats légers qui étaient liés à des pratiques de chasse, de pêche sur le littoral, et qui étaient totalement adaptés, faits de roseaux, de matières naturelles, de roseaux, de sagne. Et progressivement, on va voir, et l'exposition du Graou le montre très bien, ces cabanes, c'est fait aussi progressivement par des vacanciers, et donc ça peut devenir de l'habitat de briques et de brocs fait de matériaux recyclés. Et puis, on va voir que les choses évoluent dans le temps et que se pose la question de la place de la trace, de tout cet habitat léger par rapport aux stations qui sont les stations avec ces marques très fortes dont nous venons de parler. Donc moi, je me suis demandé quel était le rapport entre les deux. Et voilà comment, en fait, de mon point de vue, il y a 4 façons d'articuler ces marques et ces traces qui sont plus adaptées dans le sens où elles sont plus légères. Premièrement, c'est d'avoir une lecture au départ historique. Il y a une façon de considérer ces cabanes, par exemple, et les stations en se disant, au départ, on avait des cabanes, et puis finalement, ce qui s'est passé, si on regarde dans l'histoire, le temps long, c'est que ces cabanes ont été détruites et elles ont été transformées par de l'habitat, qui soit de l'habitat en dur, et ça relève de ce qu'on peut appeler, dans une vision un peu téléologique, du progrès, c'est-à-dire qu'on transforme l'habitat vers quelque chose qui correspond à des normes de confort, des normes d'ingénierie qui sont beaucoup plus liées à une vision, en tout cas plus moderne, de l'habité littoral. Donc l'idée, ce serait qu'on ait passé des traces aux marques dans un processus de substitution. Mais en fait, si on va sur ce littoral, et j'ai beaucoup aimé du coup la démarche du Graou, en fait on se rend compte de quelque chose d'un peu différent. Si on a une lecture plus géographique, c'est-à-dire qu'on est sur l'espace, on se rend compte qu'on a plus de l'ordre. Alors j'ai repris les photos que j'ai vues lundi dans l'exposition du Graou. En fait on se rend compte que ces traces, elles existent et elles coexistent. On a des formes de juxtaposition finalement entre ce qui relève de la marque, du dur des stations, et ce qui relève d'un habitat léger. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous dit qu'en fait, on a toujours de l'habitat léger dans les interstices. Et on en a à tous les niveaux. Ça peut être sur un parking, ça peut être sur une plage, ça peut être dans au détour d'une rue. Et donc, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a des formes de coexistence de ces deux types d'habités sur le littoral, et avec une interrogation sur la façon dont ça s'articule. Donc ça, c'est une deuxième façon de le voir. La troisième, consiste à avoir une lecture plus socio-économique de ces processus. Et ce qu'on observe là, c'est que dans le temps, sur les littoraux, ce littoral-là, mais d'autres également, on est passé des traces du léger, de l'habitat léger, à des marques, à des formes, on va dire, plus épaisses d'habitat littoral, par un processus qui est un processus de gentrification. Gentrification qui signifie de transformation de la composition sociale. C'est-à-dire qu'on a au départ un habitat populaire, avec des formes d'occupation de l'espace, et aussi bien pour l'habitat permanent que pour des vacanciers qui touchent toutes les catégories, pour revenir évidemment aux vacances du Front populaire. Et progressivement, ce qu'on va voir, c'est que ce littoral va être destiné à des groupes sociaux plus aisés, aussi bien du côté des touristes que du côté des résidents. Ce qui veut dire que la transformation va se faire, et là j'ai pris l'exemple par exemple d'un camping. On peut partir d'une tente au départ, et puis on observe que des campings on dit le terme qu'on emploie, c'est durcifié.
C'est-à-dire que, oui, effectivement, on a eu l'épaisseur avec les mobil-homes, par exemple, etc., que vous voyez aujourd'hui sur les campings. Il y a de moins en moins d'emplacements pour des tentes, finalement. Et puis, vous voyez les prix qui vont avec sur un camping. L'emplacement à 300 € la semaine en juillet est évidemment proche de l'emplacement du lodge avec spa à 4 000 € la semaine en juillet. Donc, en fait, on a un processus qui est un processus, alors, voilà, scientifiquement, on dit d'accumulation parce qu'on met de la valeur sur un même territoire, et de destruction, parce qu'en fait, on a un habitat léger et des catégories sociales populaires qui ne trouvent plus leur place, ou moins leur place sur ce littoral-là. Ça, c'était la troisième lecture. Et la quatrième, c'est une lecture peut-être plus politique de ce qui se passe, parce que ce n'est pas seulement les marchés immobiliers, touristiques, résidentiels qui font, c'est aussi les politiques et la puissance publique qui fait des choix. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a une politique de tri qui s'opère entre des traces, par exemple, d'un habitat plus léger. Mon collègue Vincent Deschambre a bien montré comment, en fait, il y a toute une série de traces qui existent sur un territoire au départ, donc je fais partie des cabanes, des cabanons, et en fait, les acteurs publics font un tri entre les bonnes cabanes et les mauvaises cabanes. Alors il y a les bonnes cabanes qu'on garde et qui sont patrimonialisées, vous avez l'exemple du village des pêcheurs qui est très connu de Canet, et puis vous avez toute une série de cabanes qui sont les mauvaises cabanes parce qu'elles vont disparaître, et là encore, les analyses montrent que la dimension socio-économique est très forte, c'est-à-dire que les groupes sociaux sont très inégaux dans leur capacité à garder leurs traces. Et généralement, les catégories populaires sont amenées à se défendre avec beaucoup plus de difficultés et leurs traces disparaissent. Donc, ce sont les politiques publiques qui décident de détruire certaines cabanes, et d'autres cabanes peuvent devenir des maisons de luxe alors qu'elles étaient elles-mêmes illégales sur le territoire. Mais la puissance publique choisit de légitimer et de légaliser leur existence. Donc, voilà ce qui pose question, ces 4 façons d'envisager l'articulation entre la trace et la marque pose question, et pose question plus généralement sur les vestiges que du coup, Stéphanie l'a très bien dit, nous sommes là pour un moment, et en même temps nous laisserons des traces, des marques. Quelles seront-elles? Et c'est d'un point de vue de la géographie, et c'est à articuler avec la question de la société dans laquelle nous vivons et de celle dans laquelle nous voulons vivre, sachant que c'est un littoral qui est de plus en plus en train de se fermer, et un littoral qui est de plus en plus élitaire et donc inégalitaire, et ça pose la question de l'accès à ces espaces et du droit au littoral. Voilà, je vous remercie. Donc nous sommes Lucie et Cyril, tous les deux on est membres de ce qu'on appelait le GRAOU. Le GRAOU, ça signifie Groupe de recherche en architecture ouverte, c'est une association loi 1901 qu'on a créée en 2020. Alors nous si on est là, c'est parce qu'on a fait l'exposition sur le mur, vous pouvez voir juste à côté, et on va essayer de vous expliquer ça. Valérie a mis des mots sur des intuitions et plus sur un regard qu'on avait sur le territoire, qui était très fin. Et donc là, on va essayer de vous expliquer aussi la méthode et comment on en est venu à trouver intéressant de prendre nos vélos pour partir du Gros du Roi jusqu'à Cerbère et se dire allons observer ce territoire. Donc je vais vous présenter rapidement le GRAOU. Donc c'est une association créée en 2020. Avant, on travaillait à Paris et nous, on aime beaucoup dessiner, et en agence à Paris, c'était un peu compliqué. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de créer notre propre structure associative pour pouvoir nous-mêmes expérimenter autre chose par le dessin et essayer de se former en tant qu'architecte avec nos propres outils. Donc on a créé le GRAOU. Donc, ce qu'on propose, on a plusieurs activités que l'association propose. C'est à la fois des recherches dessinées qui consistent à envoyer des architectes, au début nous, et ensuite on a été rejoint par d'autres architectes, à l'étranger pour arpenter des lieux par le dessin, c'est-à-dire avec un carnet et des crayons, pour essayer d'y relever ce qui nous paraît intéressant. Donc au début, on y allait plutôt à tâtons, où on partait sur des lieux sans savoir vraiment ce qu'on cherchait, mais on cherchait quelque chose. Et force est de croire qu'on a trouvé aussi des choses, c'est ce que je vais vous raconter juste après. Et ensuite, d'autres fois, on allait sur des lieux pour relever des espaces qui nous semblaient intéressants, notamment avec le laboratoire architecture et culture constructive de l'école de Grenoble, où on a relevé un village de pêcheurs. Donc c'est les photos que vous pouvez voir derrière moi. Donc voilà, donc nous on part sur le terrain, on produit beaucoup de dessins dans nos carnets, que vous pouvez voir sur notre site internet plus en détail. Et ces dessins-là, ils peuvent être
de l'ordre de l'esquisse ou plus aboutis. On essaie de les faire in situ, donc sur le terrain. C'est des dessins géométro. Et donc, ces dessins-là, pour nous, l'acte de faire le dessin est aussi important que le dessin en lui-même. Donc, vous aurez à la fois des dessins très peu aboutis ou pas finis, et à la fois d'autres dessins où en plus aller chercher la mesure, essayer de comprendre et montrer des choses et les diffuser. Et ensuite, ces dessins, on s'en sert pour accompagner des articles de recherche, ou alors faire des expositions, comme ce que vous pouvez voir à côté. Et la deuxième pratique qu'on fait, c'est des activités que l'on propose à la fois pour le grand public, où on diffuse les outils de l'architecte, les outils dessinés, donc c'est-à-dire ce qu'on disait, le dessin sur site, le dessin géométral, le plan, la coupe, l'élévation. Là, c'est des photos avec l'école de la seconde chance de Perpignan, où on est allé confronter le terrain au dessin et le dessin au terrain. Ici, on était au Vietnam avec l'école d'architecture, où on a essayé de relever des espaces qui nous paraissaient intéressants. Donc on avait repéré des lieux à Ho Chi Minh. Ici, c'est un immeuble de logement des années 60, construit pendant la guerre au Vietnam, par des architectes vietnamiens financés par les États-Unis. Et ces bâtiments-là, qui ont maintenant plusieurs années, ont été totalement déformés, appropriés par les gens. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une équipe d'étudiants pour nous prêter main forte pour relever ces espaces. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, où chaque étudiant part avec un morceau de plan, un fond de plan qui lui est propre, et va relever ces espaces. Et là, on a fait le même processus, mais sur un marché des années 1900, où on essaie de voir comment ce marché, qui a une centaine d'années, a été déformé, approprié par les gens, et qu'est-ce qu'on en apprend. Donc ensuite, ces dessins-là, on les diffuse, comme aujourd'hui, par des expositions. Ici, vous pouvez voir, c'est les dessins qu'on avait fait sur les micro-architectures de Ho Chi Minh Ville, qu'on est venu agrandir pour les mettre sur des bâches. Un peu à l'inverse de l'exposition ici, où on est venu réduire nos dessins pour les mettre dans des cartes postales. Donc voilà, encore un Ho Chi Minh. Et donc là, je peux vous expliquer un peu plus en détail la méthode en parlant de sites qu'on a vus. Donc on est parti en 2021 pour l'association Culture et Développement à Ouagadougou, où il nous a été demandé de relever les espaces dans la rue. À Ouagadougou, les rues s'appellent les 6 mètres. C'est les rues non goudronnées qui desservent les maisons traditionnelles à Pau. Ensuite, les grands axes routiers sont eux les goudrons, qui sont les axes que vous voyez en noir. Et nous, on a arpenté dans ces espaces-là, où ici, on est dans le quartier de Saint-Mandin à Ouagadougou. Et ce qui nous a paru intéressant à Ouagadougou, c'est que la ville a été urbanisée selon un processus de lotissement, un peu comme ce qu'on a ici, où on décerne des parcelles et on construit dessus. Mais à l'inverse de chez nous, les rues accueillent aussi des commerces et ces installations commerciales vont à la fois de la table que l'on met devant chez soi pour vendre des productions que l'on fait à la maison, dire des confections alimentaires, gâteaux, brochettes, riz, etc., à des infrastructures plus grosses comme le marché que l'on a aussi relevé. Donc à chaque fois on est parti avec nos carnets, on a dessiné un peu partout. Hop, donc ici c'est pareil, c'est un marché à Ouagadougou. Et pour en venir au final, où dans ces rues que l'on appelle donc les 6 mètres, parce qu'elles ne sont pas goudronnées, et aussi 6 mètres pour leur dimension, et c'est aussi ces dimensions qui sont intéressantes car elles permettent d'accueillir ces usages. Et ces usages-là, l'architecture qui a été récurrente et qui nous a paru intéressante, c'était le kiosque métallique que l'on peut voir ici, où ce kiosque est une architecture récurrente de Ouagadougou qui permet d'accueillir des activités. Il est adaptable et donc on a constitué un relevé juste et traité, enfin juste, un relevé. Et donc ce kiosque-là permet d'accueillir ici un usage, enfin ici c'est une librairie, ici c'est un kiosque-restaurant. Donc à chaque fois on a relevé soit dans la mesure, soit les couleurs, soit les usages. Le dessin permet aussi de s'arrêter, discuter avec les gens. On a aussi rencontré beaucoup de monde en dessinant. Ça nous a permis de mieux comprendre cette infrastructure, cette micro-infrastructure. Et ce qui nous paraît intéressant, c'est qu'à Ouagadougou, justement, ces lotissements nous permettent d'accueillir des activités. Ce ne sont pas seulement des quartiers résidentiels, et c'est aussi des quartiers de production. Donc là, je vous montre des kiosques de restaurants, mais il y a aussi des kiosques d'artisans, de tailleurs, d'ébénistes, de menuisiers, etc. Et donc, ces usages-là
sont directement dans la rue. Moi, je vais vous parler du coup d'un autre terrain qu'on a mené avec l'association en Turquie. Du coup, un petit village qui s'appelle Anadolu Feneri et qui est un projet qui a été mené en collaboration avec le laboratoire architecture, environnement et culture constructive de l'école d'architecture de Grenoble, d'où on vient, en fait, d'où on est diplômé, et qui est porté aussi par une chercheuse franco-turque qui s'appelle Eşigül Kankat. Alors, Anadolu Feneri, c'est un petit village de pêcheurs, comme je disais, à l'embouchure du Bosphore, côté asiatique, et sur la mer Noire. Il fait partie de l'aire urbaine d'Istanbul, mais il faut quand même plus de 2 heures en bus pour rallier le centre-ville de ce petit village. Et ce petit village se tient sur une falaise qui surplombe une crique qui est 60 mètres plus bas. Dans cette crique, la pêche qui est pratiquée, elle est toujours artisanale et elle est liée à la connaissance empirique qu'ont acquis les pêcheurs par leur expérience du contexte. Les variations de température pendant la journée, par exemple, les changements des courants dominants à certaines saisons vont permettre que les poissons se rabattent dans la crique et les pêcheurs doivent donc positionner leurs filets à des moments très précis de la journée et les retirer à d'autres moments quand la température de l'eau augmente, par exemple. Et la différence d'altimétrie entre les habitations et cette crique où se pratique la pêche et ces différentes temporalités que je viens d'évoquer ont poussé les pêcheurs à construire sur la plage des petites cabanes. Des petites cabanes qui, dans un premier lieu, servaient à stocker les bateaux pendant les périodes d'inactivité et aussi à stocker du matériel de pêche à proximité. Et ces espaces sont aussi des lieux où patienter. On peut s'abriter du soleil ou se mettre au chaud, prendre un thé. À l'heure actuelle, tout ce petit système social, écologique et culturel fabriqué par les pêcheurs, il est remis en question aujourd'hui par la pression foncière et touristique d'Istanbul. Et il est remis en question parce qu'il y a un projet de port de plaisance qui est prévu dans la Hanse d'Anadolu Feneri. Et ce port va pousser les pêcheurs à arrêter leur activité ou à se rabattre vers un port beaucoup plus industriel, un peu plus bas sur le Bosphore. Quand on a appris ça, on a imaginé du coup une mission pour relever précisément ces cabanes et pour en garder une trace, faire émerger des connaissances à partir des dessins et éventuellement convaincre de leur qualité architecturale et paysagère. On a fait donc des séances de dessin sur place en hiver où l'activité était ralentie et on y est retourné au mois de mai 2022 et on a relevé la plupart des cabanes, rencontré les pêcheurs, observé leurs usages. Les dessins, ils racontent ce site qui est extrêmement contraint au niveau morphologique, mais aussi économique, et on se rend compte que les installations des cabanes se font dans une logique de fur et à mesure. Et les pêcheurs vont prendre en compte à chaque fois les aléas météo, les saisons, les ressources humaines, les ressources matérielles à disposition et qui sont à proximité. Leur place dans cette crique, en fait, elle est donc perpétuellement remise en cause par ça. Et d'une saison à l'autre, ils doivent remesurer leur impact, refabriquer, réutiliser et re-questionner en fait comment ils vont pratiquer cette pêche. L'expérience qu'on a tirée du coup de ce terrain, c'est que ces cabanes à l'œil nu qui nous paraissaient un peu informelles, bancales, bricolées, en fait, à travers le travail du dessin, on voit que c'est des réponses très logiques à des logiques d'installation plutôt ingénieuses et frugales. Et c'est des logiques qui se diffusent d'une cabane à l'autre dans la crique, mais aussi au-delà dans le Bosphore parce qu'on en a retrouvé ailleurs. Et ça constitue une forme d'unité et avec aussi à l'intérieur d'elle-même une diversité de spatialité qualitative autant architecturale que paysagère. Maintenant, on va passer à un autre terrain. Ça, c'est un des relevés que Cyril a fait sur une des cabanes. Ensuite, plus récemment, l'année dernière, on est parti à Ho Chi Minh Ville dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut français où on a expérimenté la même démarche de partir chaque matin avec nos carnets de croquis à la main pour aller repérer des architectures ou des choses qui pourraient nous sembler intéressantes. Donc là, comparé à Anadolu Feneri, on n'est pas du tout en tête de lieux ou d'architecture. On partait juste le matin avec nos carnets. Et ensuite, au bout de peut-être 3 semaines, nous sommes tombés sur un lieu qui nous a paru intéressant, où on est ici dans le quartier de Tutim, qui est le nouveau business district en construction, où pour le moment, seul le pont a été construit, ensuite les routes ont été construites, mais seuls quelques tours sont en train d'être bâtis. Le programme, ça va être des logements plutôt aisés et des tours de bureaux, mais pour le moment, les investisseurs peinent à arriver, donc seules les infrastructures routières ont été faites.
Le reste du quartier, c'est du marécage ou des tours en chantier. Et à l'arrière, vous pouvez voir le bâtiment de l'agence des eaux à l'abandon, qui a été construit il y a 3 ans. Et donc, nous, ce qui nous a paru intéressant, c'est que ces routes qui sont toutes neuves, mais qui sont fermées pour les voitures, accueillent quand même des usages, notamment le week-end, des usages de cerfs-volants, où les gens viennent faire voler leur cerf-volant et sortent en famille pour observer aussi ces cerfs-volants. Et autour de cette activité qui est assez simple, viennent s'installer des vendeurs ambulants et différents petits commerces. Donc c'est ça que nous avons essayé de relever. Donc pareil, ça c'est un dessin de terrain. Donc voilà, donc le but c'est quand même de faire monter le cerf-volant le plus gros possible, tiré par d'autres petits cerfs-volants. Si jamais on a oublié son cerf-volant, on peut en louer. Donc il y a aussi des loueurs de cerfs-volants qui viennent s'installer sur la route. Et ensuite les vendeurs viennent eux poser leur terrasse petit à petit sur les extrémités de la route, les espaces non occupés par les cerfs-volants. Donc ensuite les gens peuvent venir se restaurer. Et il y a aussi des vendeurs ambulants qui eux tournent avec, par exemple là en arrière-plan d'un vendeur de barbe à papa, où il y a aussi un signal sonore qui permet d'attirer les passants et des signaux lumineux. Et en fond, vous pouvez voir le centre-ville de Ho Chi Minh Ville. C'est pas du tout le même quartier, c'est juste c'est de l'autre côté de la rivière. Donc c'est ces petits kiosques-là qui nous ont paru intéressants dans leur design, parce qu'on s'est aperçu que selon la recette ou le produit proposé, les kiosques sont identiques. Enfin, il y a les kiosques sont spécifiques à la recette et aux produits proposés. Et c'est ça qui nous a semblé intéressant de relever. Donc on a relevé une multitude de petits kiosques, et car c'est aussi ces micro-architectures qui viennent créer tout cet espace public autogéré où au final la commune n'a rien demandé. Tout le monde s'est installé sur place. Donc on l'a dans un premier temps relevé. On était 5, donc chacun a pris un morceau de plan de la route et a relevé les usages. Donc l'amas au milieu, c'est les visiteurs qui viennent observer les cerfs-volants, qui se situent plutôt par là. Et ensuite, sur les extrémités, vous pouvez voir les différents vendeurs. On a ensuite schématisé pour essayer de comprendre comment ces structures immatérielles viennent structurer l'espace et le composent. Et donc on voit que tout s'oriente autour des cerfs-volants qui arrivent d'abord à 15h, montent petit à petit, ensuite vers 16h, les vendeurs viennent installer leur terrasse et les visiteurs arrivent un peu plus tard. Et ensuite les vendeurs ambulants tournent, c'est ce qu'on a signalé en rose. Et il y a aussi, vu que les vendeurs proposent des cafés et du thé qui est glacé, donc il y a aussi tout un système de glacière qui est mis, ici vous pouvez le voir en orange, qui est mis en évidence pour que le glacier vienne ravitailler en glaçons les différents vendeurs. Voilà, donc ce qui était marquant pour nous sur cet espace, c'était comment ces micro-architectures créent quelque chose à l'échelle urbaine qui, Ho Chi Minh, j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même une ville de 13 millions d'habitants. Et donc voilà. Donc, je vais revenir du coup sur cette exposition qu'on a menée en soutien avec la Maison des Sciences et de l'Homme Sud et surtout Stéphanie qui est là. Donc Microclimat commence avec cette citation que je vais vous lire. Les loisirs, le besoin de soleil, de mer de ceux qui travaillent dans le Nord pourraient être limités en accord avec les populations locales à des aménagements légers de bord de mer, où la paillote serait le principal habitat et les vacanciers pourraient prendre part à l'activité économique sans l'altérer. Cette citation elle est tirée d'une monographie qui a été éditée en 1976 sur le village autogéré, le Bourdigou, qui est un petit peu plus au sud du Barcarès, donc l'une des stations de la mission Racine, sur le littoral des Pyrénées-Orientales. Et à l'origine, c'est un lieu où, comme nous l'a dit Valérie tout à l'heure, s'étaient établis des cabanes de pêcheurs, comme dans beaucoup d'endroits sur le littoral. Et le XXe siècle et l'apparition des congés payés changent petit à petit la destination de ce village, qui devient de plus en plus un lieu de villégiature. Il faut savoir qu'à l'époque, jusqu'en 1950 d'ailleurs, le littoral il est accessible en tramway quand on part de Perpignan. Le tourisme du coup se développe et fait grossir le village l'été également, avec des gens venus d'autres régions. Et les cabanes qui étaient à l'origine fabriquées avec les laisses de mer et les roseaux
qui poussent au bord des étangs deviennent des cabanes faites avec des matériaux récupérés ça et là. Ça, Valérie vous l'a bien expliqué tout à l'heure. Donc ces habitats évoluent. Ça nous rappelle un petit peu d'ailleurs la Turquie que j'évoquais tout à l'heure, une cabane de pêcheurs. Le village grossit aussi lorsque les projets de la mission Racine commencent vraiment et déloge au fur et à mesure certains autres villages de cabanes qui étaient situés à l'endroit même des grands projets. Et en 1973, après plusieurs années de lutte pour son maintien, le village du Bourdigou il va être détruit avec comme principal argument l'insalubrité. Et parfois, ce sont les habitants eux-mêmes qui préfèrent même brûler leur cabane. Alors si on a autant d'informations sur ce village informel et autogéré, où c'est difficile d'avoir des traces comme racontait Valérie tout à l'heure, c'est parce qu'à l'époque, en fait, des étudiants des Beaux-Arts qui ont pris part à ce village vont produire des dessins, des photos, des relevés architecturaux du village. Et ces productions, elles vont donner ensuite l'édition d'un livre et avec un peu plus de témoignages d'habitants et qui vont parler des événements, du démantèlement de ce village et des souvenirs qu'ils ont eu passés dans ce lieu. Ce village du Bourdigou, ces documents, c'est une petite fenêtre sur le passé, sur une histoire qui est très alternative à celle qu'on connaît. Et bien que tout est anonyme, les dessins sont un témoignage de la richesse aussi des aménagements faits par les gens, de la complexité du rapport qui existe entre l'environnement, le contexte politique, social et économique à l'époque sur le littoral. Et dans la citation, qui est reprise de la monographie du Bourdigou, on aperçoit déjà en fait toutes les problématiques que traversent ces territoires qui ont une forte pression touristique et la recherche d'un équilibre entre les usages des populations locales et ceux des visiteurs. Néanmoins, c'est aussi la période où la côte d'Améthyste et la côte Vermeille, donc la côte d'Occitanie, façonnent aussi leur imaginaire d'espace idéal de loisirs, un imaginaire qui est basé sur le climat, qui est très agréable, l'insouciance estivale et aussi l'optimisme des 30 Glorieuses. C'est vrai que cet imaginaire, il est très séduisant et qu'encore aujourd'hui, il est aussi vécu comme tel par les vacanciers. Mais aujourd'hui aussi, sa pérennité, elle est remise en question par les aléas météorologiques qui s'intensifient, le réchauffement climatique et les consciences écologistes qui s'élèvent. L'habitabilité donc, des zones littorales, du moins dans les mêmes conditions que la fin du XXe siècle, sont plutôt compromises dans un futur proche. Les interrogations sur l'urbanisation du littoral sont alors réactualisées et en ce moment un peu charnière, ça permet de reconsidérer des exemples comme le Bourdigou et de reconsidérer ces voies alternatives d'autrefois. Donc si le Bourdigou et les villages sauvages ont été majoritairement détruits ou déplacés avec l'aménagement du littoral, l'habitat léger, on remarque que lui a persisté. Et aujourd'hui, on aperçoit encore une multitude d'aménagements légers sur le littoral et c'est cette base qui a nourri notre exposition. Microclimat, des micro-dispositifs pour habiter tempérément le littoral. Je vais revenir sur le choix de l'usage de tempérément et sa définition. Donc, c'est l'adverbe du mot tempéré qui se tient dans la juste mesure, qui est modéré, dont les excès sont contenus. On trouvait intéressant que cette définition d'une posture modérée, de la lier du coup à sa définition dans le domaine de la climatologie, où lorsqu'on évoque un climat, tempéré, ce sont les températures et les événements météorologiques qui ne vont pas dans les extrêmes. Et ce terme, il nous permet de se concentrer sur les installations, les habitats et les dispositifs qui permettent à chaque fois de jouer sur son environnement proche pour atteindre des températures plus tempérées, jouer sur le rayonnement solaire par exemple, réduire ou utiliser l'impact du vent, toutes ces choses-là. Donc nous avons observé, ces dispositifs au cours de 2 étés, 2022 et 2023, sur tout le littoral d'Occitanie. Donc nous sommes partis pour plusieurs séances d'arpentage, parfois pendant quelques jours et parfois plusieurs semaines en vélo ou en train. Et la carte qui suit, donc voilà, ça retrace notre arpentage global qui s'est fait du coup sur plusieurs périodes. Et elle est aussi présente, dessinée par Thibaut au fond. Donc pendant notre arpentage, on a réalisé que les modalités d'installation sur le littoral, elles dépendaient de nombreux facteurs. Par exemple, le temps d'utilisation pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Aussi le profil des utilisateurs, seuls, en groupe, jeunes, âgés,
avec un haut revenu, un faible pouvoir d'achat, une forte conscience écolo. Toutes ces choses-là influent. Les ressources aussi présentes à proximité, donc soit les matériaux vernaculaires tirés directement du site, mais aussi la proximité d'un magasin, d'une grande surface, ou d'une recyclerie, ou de ruines qui pouvaient être utilisées, de plantes invasives, de rejets de la mer. La nature des sols, s'ils étaient aqueux, solides, sablonneux, mouvants, durs, salés, tout ça faisait un peu changer les dispositifs, la météo aussi, et le caractère planifié ou beaucoup plus improvisé de ces installations. Et au-delà de toute cette variété, on a constaté aussi qu'ils répondaient tous à des besoins plutôt communs et qui nous racontent des relations qu'on peut entretenir avec un territoire occupé temporairement. Donc pour classifier un petit peu tout ce qu'on avait pu redessiner ou photographier par le dessin, on a explicité 5 relations qui permettent de comprendre le caractère léger, réversible et adaptable, bref, qui permettent de réduire un peu l'empreinte de ces dispositifs. Donc le premier, c'est le rapport à la temporalité. L'idée qu'on vient s'installer au fur et à mesure et de dire qu'on ne va pas avoir le même dispositif si on reste quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Et ça aussi fait écho à la durabilité des matériaux, des savoir-faire qu'on a mis en œuvre et qui ont peut-être disparu. Donc c'est pour ça que dans la première partie des cartes viennent parler aussi la présence des habitats légers anciens sur le site littoral, c'est-à-dire dans le siècle qui nous a précédés. Ensuite, le rapport au ciel, on s'est vraiment attardé sur le dispositif toit, c'est-à-dire celui qui nous protège des rayonnements solaires, de la chaleur, mais aussi d'abri contre la pluie. Donc comment en fait déplier son parasol, c'est une manière de s'adapter en temps réel au rayonnement solaire, ou encore le store d'un camping-car vient permettre d'organiser la disposition des objets pendant une semaine sur un terrain de camping, ou le canis qui vient laisser passer une petite brise pour ventiler une façade par exemple. La troisième partie, c'est le rapport au mouvement, où on vient un peu déceler toutes les formes d'énergie qui sont nécessaires pour se mouvoir dans ce territoire impermanent. Donc les énergies mécaniques, cinétiques, éoliennes, mais aussi notre dépendance aux énergies fossiles. Le dispositif mécanique qui permet aussi de déployer, replier, déplacer les objets, de les rendre transportables et donc de s'installer aussi de manière très ponctuelle et évolutive dans le temps, par exemple. Aussi, tout ce qui permettait de décupler les forces humaines, donc c'est-à-dire avoir des roulettes, une poulie, pour pouvoir tracter des affaires sur la plage ou dans un sol plus dur. Ensuite, du coup, on vient au rapport au sol, où le littoral, par définition, c'est la frontière entre la terre et la mer, la lithosphère et l'hydrosphère, et une frontière qui évolue en permanence. Et la limite n'est jamais figée. Et ça influe énormément sur la nature des sols. Et ça implique de trouver des stratégies d'implantation dans le sol qui intègrent cet état-là d'impermanence. Donc les pontons, les pilotis vont avoir une forme de résilience par rapport à ce changement d'état. Et on vient s'accrocher aussi de manière très ponctuelle, avec une sardine par exemple quand on pose sa tente. Et enfin, ce qui nous a semblé aussi très important de mettre en valeur et d'évoquer, c'est ce que produisent ces aménagements légers, c'est le rapport aussi au partage. Parce que dans le fait d'habiter temporairement et légèrement, il faut à chaque fois en fait renégocier ce qui relève de l'intime et ce qui relève du collectif, du partagé. On a remarqué que ces installations, à chaque fois, soit elles ménagent une distance, soit elles protègent, soit elles créent des barrières physiques ou symboliques pour délimiter des espaces et recréer un petit chez-soi. Dans le même temps, le fait d'habiter un peu plus légèrement fait qu'on est obligé de partager des choses, on est obligé de proposer de nouvelles formes de cohabitation et de mutualiser des usages. Et c'est-à-dire, par exemple, qu'une clôture, elle va permettre de protéger du vent, mais aussi de regards discrets quand on vit à proximité, mais cette proximité, elle est très utile parce qu'elle va permettre de mettre en commun dans un camping, par exemple, les sanitaires ou l'endroit où on va faire la vaisselle. Pareil dans les ports. On va retrouver des communs où on accepte pendant un certain temps de partager son intimité. Donc, pour conclure, en explorant le littoral par le prisme des habitats et des petits aménagements légers, on a réussi, je pense, à se rendre compte que, en fait, il y avait énormément de solutions assez simples, contemporaines et populaires qui parlaient de la capacité des humains
à réinventer leur rapport au confort, à la commodité, à imaginer des nouvelles routines, à un nouveau quotidien, en fait à s'adapter. Et pour nous, c'est une source en fait, d'optimisme assez important dans notre début de carrière architecturale. Et on a aussi compris que sans considérer une solution unique et universelle, l'inventaire de ces différents dispositifs et habitats permettent que le futur du littoral est sûrement habitable et de prendre conscience aussi des traces que l'on va laisser et mesurer nos empreintes humaines. Merci. Je vous ai mis un petit fond visuel un peu de quelques photos qu'on a glanées en faisant cette exposition sur la mission Racine, qui parle à la fois de l'état des lieux d'un territoire et puis qui parle aussi de cette aventure de la mission Racine avec quelques images. En fait, l'Union régionale, alors Florence a un peu dit pas mal de choses déjà, mais l'Union régionale des CEE d'Occitanie, elle a voulu faire cette exposition pour plusieurs raisons. D'abord parce que on est à une date anniversaire, les 60 ans, mais surtout on s'est rendu compte que finalement beaucoup des touristes qui viennent vivre et habiter ce littoral l'été connaissent assez peu son histoire, et finalement même les habitants de ce territoire, les nouveaux habitants de ce territoire, parce qu'ils sont quand même pour beaucoup assez récents, ou même les jeunes qui n'ont pas ces 60 ans derrière eux pour se souvenir, finalement cette aventure de la mission Racine est assez mal connue. Ce qu'on considère comme quelque chose qui a toujours été là, finalement a une histoire, et c'était intéressant pour nous d'essayer de la raconter. Alors ce littoral languedocien, il était finalement considéré comme assez pauvre, si ça fait écho aux actes qui ont été posés sur ce territoire-là. Il était considéré comme déshérité d'une certaine façon, on arrive même à lire ça parfois dans certains articles, et il était habité par les vents, les moustiques, le soleil, et il avait quand même la richesse de 180 km de côte de sable fin, et là c'était une aubaine. Par contre, il voyait transiter ce littoral méditerranéen tous les touristes qui allaient passer leurs vacances, leur première semaine de congés payés sur la Costa Brava, et donc en Espagne. Et alors bien entendu, il y en avait quelques-uns qui venaient camper sur les plages. Vous verrez quelques photos qui en témoignent, et ces campings sauvages posaient quand même des questions de salubrité, d'accueil de ces populations. Donc l'État français s'est mis en marche, et il a décidé de mettre en place cette mission Racine et d'aménager ces territoires. Et donc c'est toute la force de l'État qui se met en marche pour aménager, construire, démoustiquer, amener l'eau, créer les infrastructures, l'autoroute A9 notamment, voilà. Et donc c'est toute cette puissance de l'État qui se met en place aussi pour aménager, planifier, mais ne pas laisser faire. Jean Balladur dit souvent qu'il a voulu éviter, à propos de la Grande Motte, les lotissements, et je le cite, les lotissements sinistres de Palavas et de Carmont. Voilà. Donc l'idée, c'était véritablement de créer, à cette époque-là, à cette époque où le travail est perçu, en tout cas, comme déshumanisant, l'idée c'était avec les congés payés, d'avoir un moment de rupture. Et donc l'architecture, la question de la société des loisirs, la question du dépaysement, et la création finalement, l'objectif de ces architectes c'était de créer un urbanisme des vacances, une architecture des vacances, et donc ce qui explique beaucoup de certaines de ces propositions. Et Georges Candylix dit notamment à propos de cette époque, c'était que le loisir qui était le privilège d'une classe devient le loisir droit des masses. Et donc cette côte du Languedoc-Roussillon, elle est aménagée pour un tourisme de masse populaire, enfin le tourisme du plus grand nombre. Certains refuteront le côté masse ou populaire, mais voilà, le tourisme, une population du plus grand nombre, pour pouvoir accueillir jusqu'à 1 million d'estivants chaque été. Alors,
sans rentrer plus dans les détails de cette mission Racine, une autre raison pour laquelle on voulait revenir aussi sur cette grande aventure, c'était la mettre en perspective. Ça a été déjà évoqué, hein, et puis c'est évoqué à mon avis assez clairement avec l'exposition du Graou, mais ça a été évoqué aussi par l'intervenante précédente, c'est de la mettre en perspective par rapport aux enjeux actuels, à savoir ces stations littorales sont devenues des villes à part entière, on y vit maintenant à l'année, et donc la question qui se pose, c'est celle de l'adaptation de ces habitats, de ces logements aux questions thermiques par exemple, le confort d'été, le confort d'hiver. On a conçu ces bâtiments pour ne pas être habités l'hiver. Comment est-ce qu'on y habite aujourd'hui? On a conçu aussi beaucoup de petits logements. Hein. L'idée, c'était de venir presque camper dans des appartements, dans des studios cabines. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on y vit à l'année, avec des besoins, d'espace et des modes de vie qui ont aussi évolué. Et puis l'autre enjeu, c'est aussi de répondre à cette question de submersion marine, qui ne concerne pas uniquement les stations littorales. Et d'ailleurs, ces stations littorales, comme ça a été évoqué aussi, elles ont quand même, quand elles ont creusé les ports, notamment pour la Grande Motte, creusé l'étang du Ponant, elles sont venues recharger le lit d'eau existant et donc rehausser ces stations littorales. Mais ça concerne également l'ensemble des habitats qui sont sur le littoral. Donc comment est-ce qu'on va devoir adapter à ces questions-là? Donc l'idée de cette exposition, c'était aussi de mettre ça en question et de poser ces questions du devenir de ces stations littorales. Alors cette exposition, comme j'ai dit, elle a été faite, le CEE 34 l'a pilotée, donc il a été un peu le chef d'orchestre de la réalisation de ces différents panneaux. Mais il y a aussi donc chaque CEE, le CEE du Gard, le CEE de l'Aude, le CEE des Pyrénées-Orientales, chaque CEE a fabriqué les panneaux de ses propres stations. Donc c'est à la fois un travail donc collectif de toute l'Union régionale des CEE. Donc pour le moment, là aujourd'hui, vous pouvez voir les 4 premiers panneaux, celui qui explique la mission Racine dans son ensemble, le panneau de la Grande Motte, le panneau du Cap d'Agde, le panneau de Port-Camargue, et bientôt, d'ici le début de l'année, j'espère, vous aurez les panneaux des autres stations comme Gruissan, Port-le-Cat et Port-Barcarès. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour ne pas être très long. Donc on vous laissera juger de la réussite ou pas, ou des échecs de ces différentes stations. Vous avez certainement déjà un avis. Et effectivement, la question que vous posez à travers les 2 interventions précédentes, c'est, alors effectivement, entre marque et trace, c'est le devenir de trace de ces différentes marques, en fait. Voilà. La question, c'est comme on a pu le faire à certains endroits sur la Costa Brava, notamment, je pense au camping, au Club Med qui est juste au nord de Cap Créus, où on est venu renaturer un site, déconstruire. Alors là, il n'y avait pas des gens qui vivaient à l'année, donc c'est beaucoup plus simple. La question, c'est comment est-ce qu'on va retourner comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être un jour, ou pas, poussé par les éléments, retourner à des modes d'occupation de ce littoral un peu différents. Et je voudrais juste citer une élue de Frontignan avec laquelle on travaillait, parce qu'elle expliquait ça assez simplement. Elle disait, quand elle habitait à Frontignan, l'été, au début de l'été, on allait sur la plage, on réouvrait les cabanes en bois qu'on avait construites, un peu comme celles que vous avez dessinées, et puis on passait l'été là-bas, et à la fin de l'été, on remettait tout sur des pilotis, on remettait les meubles sur des cairons, des moellons, et puis on fermait la cabane et on repartait pour l'hiver. Voilà. Et donc c'était un mode d'occupation très saisonnier, très ponctuel, très délicat d'une certaine façon, mais à l'échelle d'une masse de population qui était certainement supportable pour ces espaces-là. À l'échelle d'1 million d'estivants, la question c'est certainement, c'est posé différemment, quoi. Voilà.